Bonsoir Eva Joly. Bonsoir Christophe. Vous avez annoncé pendant vos vœux un triple changement, donc après le changement de président, de perspective, le changement de république. Vous êtes la candidate d'une république irréprochable. Comme vous le savez, de nouveaux éléments sont apparus dans l'affaire Karachi. Les avocats de Nicolas Bazir et de Ziad Takieddine ont déposé des requêtes en nullité, car les juges auraient enquêté hors saisine, c'est-à-dire hors les clous. Le président Je dirais là-dessus que les requêtes en nullité des avocats, c'est vraiment monnaie courante. Et dans l'affaire, voilà, j'en avais tous les jours. Qu'en pense l'ancienne juge d'instruction. Aucun n'a abouti, figurez-vous. Donc du coup, c'est... Ce n'est pas parce qu'il y a une requête en nullité que la procédure est nulle. Mais en même temps, le président de la Chambre d'instruction pourrait, d'un simple courrier, décider de fermer le dossier. C'est le jeu des institutions. Les juges d'instruction sont sous un contrôle très strict donc de la Chambre d'instruction et de la Cour de cassation. Donc, toutes les décisions de juges d'instruction peuvent être appelées. Donc il faut changer les institutions ou avoir confiance quand même? Ça, c'est le fonctionnement démocratique. C'est cela qui est démocratique. Des juges d'instruction indépendants, mais pas omnipotents, qui rendent compte de leurs actes et qui sont contrôlés. Il n'y a rien de plus normal. Simplement, je veux dire que l'article des JDD aujourd'hui est un non-événement. Le fait que les avocats des personnes mises en examen fassent des requêtes en nullité, c'est extraordinairement courant. Alors, ce qui n'est pas un non-événement, c'est que vous avez demandé en début de semaine, dans un communiqué, que Nicolas Sarkozy soit entendu par la justice dans le cadre de cette affaire. Et là, je vous cite, c'est pas un non-événement. Il semble de moins en moins vraisemblable que M. Sarkozy, en tant que ministre du Budget, n'ait pas été mis au courant du montage sophistiqué destiné à rémunérer les différents intermédiaires. En même temps, il y a une constitution, il y a une immunité judiciaire totale du président de la République. Donc, il ne peut pas être entendu. Ça, c'est les verrouillages mis en place par des personnes qui avaient le souci de faire de sorte que le président de la République devienne un citoyen au-dessus des lois. Ça n'a pas toujours été ainsi en France et ça ne sera pas toujours ainsi. Donc, dans ma République exemplaire, le statut pénal du chef de l'État sera modifié. D'ailleurs, je vois que Nicolas Sarkozy, qui maintenant prend des initiatives très accélérées, pourrait modifier peut-être avant de terminer ces 5 années le statut pénal du chef de l'État. C'est une suggestion, ça. C'est une suggestion que je lui proposez ça. Voilà, je lui propose ça. Mais est-ce que, si le président de la République est poursuivi, est-ce qu'il n'y a pas un risque de remise en question de son autorité, donc un risque d'instabilité permanente pour une République et donc pour un pays? Ceci est un débat que nous avons eu au moment de l'affaire Chirac. En raison de l'immunité que Roland Dumas lui avait donnée gratuitement, la procédure a pris 7 années de retard. Donc, c'est aussi un grand débat que nous devons avoir dans un pays démocratique. Mais pour vous, c'est pas déséquilibrant qu'un président de la République... Et on s'arrête tout, en fait. Vous poussez extrêmement mal le problème. Il peut être poursuivi pour beaucoup de choses. Non, on s'arrête tout... Le problème... On peut avoir une immunité pour les actes commis dans l'exercice de ses fonctions. C'est-à-dire, Nicolas Sarkozy peut être protégé pour tous les actes qu'il fait en tant que président de la République depuis 2007. Par contre, ce qu'il a fait antérieurement, lorsqu'il était ministre ou qu'il travaillait à la mairie de Neuilly, ne doit pas être couvert par une immunité. C'est ça qui est anormal et c'est ça qui n'est pas démocratique. Et il serait temps que, en France, tout le monde se rend compte de cela. Alors Eva Joly, vous avez grandi dans un autre pays, la Norvège, un pays protestant. Quel regard vous portez sur ce pays français sur mon catholique, pays. Sur votre pays? Vous êtes franco-norvégienne, catholique, parfois un peu jésuitique, ou souvent on a l'impression que les inclinations ou les intérêts personnels priment sur la morale. Au fond, c'est assez français, ça. Non, je ne le pense pas. Je ne pense pas cela. Moi, je porte un regard d'amour et d'amoureuse sur mon pays. Et ce que je me dis, c'est qu'il y a des choses merveilleuses en France et qu'il se faudrait de si peu pour que ça soit parfait. Et moi, j'ai une dette envers la France qui m'a accueillie et qui m'a très bien traitée. Et je souhaite le lui rendre. Et l'avantage d'avoir 2 cultures, c'est peut-être que je le vois plus clairement que lorsqu'on est né dans cette culture. Et je pense que la confusion des rôles,
la concentration de pouvoir entre les mains du président de la République, qui nomme le directeur de chaîne de télévision, qui intervient très énergiquement dans beaucoup de situations, ça c'est une anomalie. Oui, mais les Français, vous savez bien qu'en même temps, ils vous adorent quand vous poursuivez les puissants dans l'affaire Elf, et en même temps, quand il s'agit de diriger le pays, ils vous adorent moins. Et vous savez aussi que les Français, même s'ils critiquent toujours les puissants, quand il s'agit de faire sauter une contravention, ils ne gênent pas pour demander. Il y a ça, on est un peu, c'est quoi? C'est une contradiction du peuple français? Non, je pense que c'est une aspiration individuelle de trouver les passe-droits, mais c'est le rôle des institutions et des responsables de dire non. Pas de passe-droit du tout. Pas de passe-droit, non. Même pour des contraventions de Olivier Masserolles. Voilà, sachez-le, Olivier. Les miennes ou d'autres. Alors, Eva Joly, vous avez taxé de xénophobe un billet paru dans mon journal, Le Point, où Patrick Besson vous taquinait sur votre accent. Alors, SOS Racisme s'en est ému. Le Front de gauche est allé un peu plus loin. Il dit c'est non seulement grotesque, mais aussi criminel. Est-ce que, criminel, hein, vraiment, le mot a été écrit. Est-ce que le crime, en France et partout, c'est pas d'attaquer la liberté de caricaturer, qui est quand même un besoin vital dans une démocratie? Moi, je suis pour la caricature. Elles me font beaucoup rire. Mais ce qui me fait moins rire, là, c'est que ce n'était pas une caricature, c'était à la place de l'édito. Et lorsqu'on ouvre Le Point, l'éditorial, c'est Claude Imbert et c'est François-Olivier Gisbert. Il est chroniqueur. C'est absolument l'analyse politique que le lecteur s'attend à trouver là. Et j'ai trouvé qu'il avait dépassé les bornes. Oui, j'avais trouvé ça. Donc on peut caricaturer, mais pas vous. Non, pas du tout. C'est pas la conclusion. Les caricatures qui se donnent pour telles que les marionnettes de Canal+, par exemple, je trouve que ça c'est très très drôle. Mais les caricatures écrites, vous qui aimez les livres... les caricatures aussi écrites, lorsqu'elles sont des caricatures, et non pas lorsque cela ressemble fort à s'y méprendre d'un édito. Oui, mais ça ne l'est pas. C'est une très grande différence. Alors, vous connaissez Astérix, Goscinny, quand il dessine les Espagnols, il leur fait répéter « hombre, cambre-toi ». Quand on va en Espagne, on n'entend pas les gens dire « hombre » systématiquement. Entre nous, est-ce que ça vous a vraiment meurtri, cette histoire, ou est-ce que c'était une stratégie politique et au fond l'occasion de prendre la parole là-dessus? Je peux vous dire très honnêtement que lorsque je l'ai lu, je me suis sentie humiliée et défiée. Et j'ai voulu y répondre alors que mon équipe ne voulait pas que j'y réponde. Autour de moi, tout le monde disait que c'était excessif. Mais je l'ai fait quand même parce que je le sentais. En même temps, proposer l'Élysée comme centre d'accueil aux sans-abri, c'était une bonne idée. Non, ce n'est pas une bonne idée. Alors, aux universités de Nantes, en août 2010, université d'été, vous disiez vous-même que vous étiez la représentante des Français qui ont un accent et vous en faisiez même un atout. Vous disiez, mon accent, je l'assume, je le revendique. Dans l'accent, il y a les dialectes, les patois, tous ceux qui ne parlent pas la langue du centre. Je représente 30% de la population. Alors pourquoi aujourd'hui nous interdire d'en parler et pourquoi politiquement vous n'exploitez pas ça? Finalement, Nicolas Sarkozy, en 2007, il a été élu. Comme le petit Français de Sans Mêlé, ça a immédiatement parlé aux gens, ça a peut-être joué dans son élection. Au fond, pourquoi vous vous braquez là-dessus? Non, je me braquais sur l'article de Patrick Besson parce qu'il m'humiliait. Je le maintiens, mais je ne me braque pas du tout sur... j'assume mon accent, je sais bien que j'en ai un, mais j'espère bien que les gens me comprennent. Bon, et très bien. Voilà, c'est tout. Alors, une autre phrase qui me plaît beaucoup, d'ailleurs, c'était au micro d'Olivier, en août 2010, à ces mêmes universités. Donc, vous disiez, entre les Français d'origine étrangère et les grands-mères, ça me donne une assise de représentation. Parce que vous dites souvent que vous voulez être aussi la grand-mère qui se soucie de l'avenir des nouvelles générations. Vous avez parlé des petits-enfants tout à l'heure en parlant d'une dette environnementale. Alors, en même temps, c'est vrai qu'au jugé de votre parcours, on se dit que c'est génial d'avoir une grand-mère comme vous, 3e au concours de Miss Norvège à 18 ans, départ pour la France, vous êtes jeune fille au père, couturière à domicile, secrétaire chez Eddie Barclay, puis vous allez devenir l'excellente magistrate qu'on connaît, donc on se dit que c'est génial. Moi, j'aurais adoré avoir une grand-mère comme ça, j'adore ma grand-mère, mais on se dit qu'on a énormément d'histoires à raconter. En même temps, dans la perception que les Français ont de vous, c'est moins la grand-mère que celle qui punit tout le temps, qui traque. Comment vous expliquez? Pas d'exception, disiez-vous tout à l'heure. Mais c'est...
C'est l'idée que les règles sont faites pour être Non, mais vous ne craignez appliquées. pas de faire peur un petit peu? Mais non, mais une grand-mère, ça doit savoir un peu câliner. Mais oui, mais c'est ceux qui ne me connaissent pas qui pensent que je suis dure et punitive. Ça ne correspond pas du tout. Vous dites pas d'exception, bon, Olivier Mazerolle étant un cas particulier. Mais c'est parce que je pense que c'est important que les crimes et les délits soient punis, etc. Mais en tant que grand-mère, le souci des générations futures est un souci important. Et c'est un souci très écologique. Vous savez. Alors, quand on écoute vos vœux, on ne peut qu'être d'accord. Contre la dictature en Syrie, contre l'endettement des ménages et des États, pour une planète plus vivable, pour une démocratie plus vivante, une société plus juste. Comment expliquer que dans les faits, ça se passe si mal, entre 4 et 5% d'intention de vote, alors qu'en Allemagne, par exemple, 28% des électeurs se disent prêts à voter pour les Verts en 2013 ? Alors, l'Allemagne est une source d'inspiration, n'est-ce pas, pour nous, parce que pendant très longtemps, les Verts allemands et les Verts français ont été à coude à coude. Et là, ça s'est décroché. Pourquoi ? Oui, mais c'est aussi le mode du scrutin qui fait toute la différence. Parce qu'en Allemagne, il y a une part de proportionnel important. Je pense que ce résultat-là, c'est aussi le fait que, en tant que candidate écologiste, je porte des solutions qui demandent des efforts, qui ne sont pas connus, qui demandent l'imagination sur l'avenir. Et je pense qu'en temps de crise, il y a une tentation de repli sur soi et de repli vers ce qu'on connaît. Donc moi, j'ai un défi énorme de pédagogie dans les 100 jours qui viennent, de convaincre mes concitoyens du fait que les solutions à la crise, ce n'est pas d'aller vers le passé, mais d'aller vers quelque chose de nouveau que nous portons. D'ailleurs, je voudrais apporter un argument à ce que vous disiez, puisqu'il y a eu un sondage Opinionway Lacroix qui fait apparaître que parmi les préoccupations des Français pour ces présidentielles, réduire la pollution, qui est quand même l'un des axes principaux de l'action écologiste, vous parlez de dette environnementale, il n'y a pas que la dette financière, la dette environnementale, ça apparaît en avant-dernière position, derrière maintenir l'emploi, réduire la délinquance, protéger la retraite. Alors, est-ce que finalement, oui, en temps de crise, et votre défi n'en sera que plus difficile à relever, en temps de crise, l'écologie paraît quelque chose de superflu ? Mais c'est justement ignorer que c'est dans la reconversion écologique qu'il y a les emplois, qu'il y a l'avenir. Et c'est mentir aux Français que de leur faire croire que nous pouvons continuer comme par le passé. Donc, c'est tous les enjeux de ces 100 jours à venir. Pour reprendre le slogan de quelqu'un que vous connaissez bien, pour vous, ce n'est qu'un début, continuons le combat ? Pour nous, ce n'est qu'un début, oui. Continuer le combat. Voilà, merci. C'était Daniel Cohn-Bendit en mai 68. Bon, on va marquer une pause pour le journal de 19h et ensuite vous aurez un débat avec Maurice Leroy, qui est le ministre de la Ville. Vous allez parler avec lui notamment des banlieues, mais pas seulement.